j'ai dit à Dieu, si c'est sa volonté, je l'accepte. Je ne peux pas dire que c'est Kamto, parce que c'est ce qu'ils attendaient. Parce qu'ils n'étaient pas au courant. Kamto ne savait rien de ce que moi j'ai initié. Ce n'est pas mon ami. Il n'avait même pas été informé de ça. Ils m'ont tabassé. Jusque là, j'ai dit, il n'y est pour rien. Lui-même, Banqui est venu, le criminel. Il a posé son pied droit sur ma poitrine. Voici ce que le criminel a dit. Je peux te tuer ici. J'ai fait le rapport que l'opération s'est mal passée. Comme tu me donnes le défi à moi, Banqui, dans ces pays, je vais te montrer. Comme les Bamileke t'instrumentalisent. Aujourd'hui, tu ne fais plus les lives en tricot, tu fais en bras de chemise. C'est moi qui ai demandé à Fourier en 2012 de créer le MRC. Aujourd'hui, c'est devenu son fonds de commerce. Et ce monsieur que vous voyez ici, si je lui donne 5 000 francs, là, il ira dire que je l'ai corrompu. Il dit oui, je vais dire. Il dit tapez-le. Sébastien Bala, bonjour. Bonjour, monsieur Jean-Bruno Tagne. Très heureux de vous retrouver. Vous venez de passer 2 années en prison. Vous êtes libre depuis quelques jours. Comment vous sentez-vous depuis que vous avez été libéré? Non, je suis toujours comme j'étais avant. Hein. Ça fait 2 semaines, effectivement. Je suis sorti le 27 mai 2022 à 18h. Vous avez passé 2 ans de prison. Tout à fait. Mon mandat de dépôt avait été signé le 20 mai 2020. Alors, comment vous sentez-vous depuis que vous avez retrouvé l'air de la liberté? Ouais, comme d'habitude, hein, c'est vrai qu'au sorti de là, je me disais que bon, après avoir passé 24 mois dans les geôles, j'allais trouver un Yaoundé peut-être new look. Mais je me suis rendu compte que au sorti du grand portail de la prison centrale de Kodengui, c'est l'éternel problème que nous connaissons, la poussière, l'eau qui est de très mauvaise qualité. Donc, je n'étais pas dépaysé, quoi. C'est comme si j'étais toujours en liberté, comme avant. Et alors, et à titre personnel, votre propre sentiment humainement, comment vous sentez-vous depuis que vous avez été libéré? Non, très bien, parce que j'ai retrouvé ma famille, ma fiancée et mes 2 enfants. Et personnellement, parce que bon, je suis sorti de là, après que j'ai évité beaucoup de choses, parce que vous savez que quand on vous envoie en prison, ça sous-entend, c'est le petit frère de la mort, ça sous-entend que peut-être votre ennemi, il a échoué de vous éliminer physiquement ici à l'Est, et en vous envoyant là-bas, connaissant l'insécurité et le danger que vous encourez là-bas, vous pouvez facilement vous faire quelque chose là-bas. Bon, dommage, avec la prière et toutes les personnes qui ont associé de leur soutien à mon égard, c'est ça qui m'a le plus comblé, parce qu'il y en a certains qui sortent de là, soit par exemple on vous a poignardé ou vous avez subi des agressions sur le plan violent. Donc de tout cela, je n'ai pas pu vraiment subir quoi que ce soit de mauvais. Alors, revenons un peu sur les conditions de votre incarcération. Vous avez été interpellé pour des raisons, disons-le, politiques. Vous aviez organisé une manifestation à la poste centrale de Yaoundé. Vous étiez 2 ou 3, si je ne m'abuse. Revenons un peu sur les circonstances de votre interpellation. Que s'était-il passé? Bon, pour revenir sur les circonstances, il faudrait déjà que j'explique qu'est-ce qui m'avait motivé. La motivation, c'était quoi? Parce que vous voyez, moi, à titre personnel, j'avais constaté que le bavardage radio-télé ou alors sur les réseaux sociaux là, bon, c'est bien beau, on essaie de redire les mêmes choses chaque fois, mais alors il fallait une action forte pour que ceux qui sont illégitimement au pouvoir, qui usurpent le pouvoir, ça il faut le dire, parce que ce sont des imposteurs, qu'ils comprennent qu'on peut les combattre étant ici à l'intérieur du pays. Et j'estimais pour moi, parce que au-delà de ça, beaucoup de Camerounais s'étaient déjà désintéressés de la politique. Et maintenant, Dieu a suscité, c'est-à-dire que dans les cœurs des Camerounais, une nouvelle personne qui est entrée dans l'arène politique, le président élu Maurice Kamto. Et j'estimais que sa victoire qui avait été volée. L'autre manière de faire porter, c'est-à-dire que cette action, il fallait que je mobilise les Camerounais, que j'initie une action qui va porter, qui va faire peur à ces systèmes illégitimes. C'est pour cela que le 16 avril 2020, j'ai effectivement réalisé une vidéo pour conscientiser les Camerounais après avoir fait un direct sur notre page médiatique.info où il fallait venir remobiliser les gens pour leur dire que ça, il s'agit pas d'une intox, c'est-à-dire que d'une histoire que je vais faire comme ça dans l'amusement, c'était une réalité. Et il fallait que je prépare les consciences les uns et les autres, comment on devait organiser la marche. Donc c'est là où je suis allé au lieu du Arébus Acropole, si vous connaissez très bien le lieu, en face de l'immeuble qui est devenu aujourd'hui l'immeuble de la vie, qu'on appelait avant l'immeuble de la mort. J'ai réalisé une vidéo de 3 minutes 45 secondes où j'ai appelé les Camerounais à sortir massivement le 18, donc le samedi, 2 jours avant, qu'ils sortent, chacun arborant son masque et sa pancarte, une bouteille d'eau. Chacun pouvait écrire, mais n'est pas insulter, n'est pas s'attaquer aux forces de défense et de sécurité.
Ça là, c'était ça, ce que j'avais demandé aux gens de faire. Après avoir réalisé la vidéo, je suis rentré chez moi. Là où vous voyez Caro Right, c'est au niveau d'Acropole. Donc c'est ici que samedi matin à 5h59 que chacun de vous qui va devoir converger, nous allons commencer à nous asseoir à partir d'ici, chacun tenant sa bouteille d'eau, sa pancarte. Tout dépendra de ce que vous allez écrire dessus. Chers frères, nous sommes à la poste centrale. Prenez donc déjà vos responsabilités. À toutes les personnes aujourd'hui qui prennent la parole sur la toile, qui se mettent à raconter des choses, au lieu de rester dans la solution ultime, qui est quoi? La conscientisation, continuer à éveiller les conscients de manière à ce que Paul Biya apparaisse ou pas, qu'il soit mort ou pas, il ne sert plus à rien au Cameroun. Il est tout simplement question pour nous de faire en sorte que celui à qui les Camerounais ont jeté l'air dévolu, que le président de la République, Maurice Kamto, soit installé lundi parce que le temps presse. Les difficultés sont énormes. Et c'est pour ça que j'ai tenu à faire cette vidéo pour vous dire que le point central, le point déterminant, c'est ici que nous allons commencer à nous asseoir à même le sol jusqu'au boulevard du 20 mai, partant du bois Sainte-Anastasie à Ouada. J'interpelle toutes les personnes qui veulent jouer au petit malin que ce n'est pas une histoire des balas. C'est une histoire du devenir du Cameroun jusqu'à notre dernier goutte de sang. Et c'est pour cela que j'ai tenu à faire cette vidéo. Rendez-vous demain au live à 17h. Que Dieu bénisse le Cameroun et que Dieu vous protège. Au revoir. Alors, est-ce que, Sébastien Ebala, avec un peu de recul aujourd'hui, vous ne vous rendez pas compte que vous avez pris un gros risque, un risque presque inconscient, incalculé? Non, j'étais conscient de ce que je faisais, M. Jean-Bruno Tagne. Et vous l'avez quand même fait? Oui, parce que poser cette question, c'est comme si j'étais parti comme ça de manière hasardeuse. C'était une opération qui avait été structurée, bien organisée, et c'était comme une intuition divine. Et il fallait fondamentalement que j'agisse parce que quand j'ai réalisé la vidéo, même mes 2 collaborateurs avec lesquels j'étais sur le terrain ces jours, quand ils sont allés la regarder, il y a l'un d'entre eux qui a posé la question à l'autre que vraiment, il ne sait pas si c'est véritablement moi là-bas parce que là, vraiment, tous étaient dépassés. Alors, à la suite de cette vidéo, alors vous parliez de mobiliser des gens, vous n'avez finalement pas mobilisé grand monde, vous étiez 3. Donc, non, pas... la vidéo, là, ça, c'était tout simplement pour planter le décor. Oui. La marche elle-même, la manif, devrait avoir lieu 2 jours après, donc c'est-à-dire que le 18. Et j'ai été interpellé le 17 avril, donc le vendredi. C'est-à-dire que le 17 avril aux environs de 17h15. Parce qu'il faut dire déjà aux téléspectateurs qu'ils sachent ce qui s'était véritablement passé. C'est-à-dire nous sommes au lieu d'une balade parce que monsieur... Là, vous parlez de votre interpellation. Tout à fait. Allez-y. C'est-à-dire que monsieur Thebo Ngapsi Bena, le lieu où j'ai réalisé souvent mes vidéos, nous a conviés pour manger un mets traditionnel ici là dans la région du centre qu'on appelle le coq, que j'adore très bien. Et nous sommes partis de là avec monsieur Paul Désir Biya aux environs de 11h. On s'est retrouvés dans son domicile. Nous avons mangé, ça vous savez que c'est un bourratif. Ça nous a fatigués, on a commencé à dormir un peu. Aux environs de 16h30, l'un de mes collaborateurs, monsieur Paul Désir Biya, reçoit un coup de fil d'un certain Bapou Parfait, qui est entre autres l'indique du criminel Joël Émile Bankui, où ces derniers lui fait comprendre que Bankui s'est indigné et... Faites attention quand même au mot que vous utilisez. Non, moi j'assume parce que j'ai une rancune. Oui. Et je sais de quoi je parle, parce que s'il il m'a pas tué le 17 avril, je ne sais pas pourquoi je ne peux pas le traiter de criminel par rapport à ce que j'ai vu. Alors, aux environs donc de 16h30, Bapou Parfait appelle Paul Désir Biya, il dit: le colonel est très fâché contre toi parce que tu as empêché Sébastien de se rendre à la CEMIL pour parler des problèmes de son fils. Alors, quand Paul Désir Biya revient vers moi, parce que moi, je n'ai pas suivi les conversations, il me dit: bon, Sébastien, comme tu vois là, Bapou vient de me faire comprendre que le colonel est très fâché contre moi. Je ne sais pas, tu es un adulte. Je ne sais pas si je t'ai empêché. En plus de ça, il me fait comprendre qu'il y a une gendarmerie qui nous cherche. Et moi, je rétorque à monsieur Paul Désir Biya que bon, c'est bien. S'il y a une gendarmerie qui nous cherche, ça veut dire qu'elle ne fait pas son travail, parce que ce que j'ai fait, ou ce que nous faisons, c'est à visage découvert. Et c'est comme ça, donc, que quand il finit de converser avec moi, lui monte pour aller préparer le matériel, parce que ça, c'était le dernier live avant le but final, pour préparer le matériel. Et moi, je me lève, je vais laver mon visage parce que monsieur Thibault m'avait dit que bon, tellement que j'étais fatigué, il fallait me remonter un peu en versant de l'eau sur ma tête. C'est ce que j'ai eu à faire. Quand je reviens, je lui demande de me passer ma montre avec mon bréviaire de prière. C'est là où on se rend compte que nous étions déjà encerclés. On aperçoit des gens qui sont cagoulés
avec des gilets pare-balles, des kalachnikovs, qui commencent à demander aux gens, fermez, fermez, parce qu'en face du domicile de M. Thiébaut, il y a une vente emportée où des gens du quartier se réunissent là, ils prennent quelques bières et ils font des commentaires comme d'habitude. Alors, on voit des gens cagoulés, d'autres qui se mettent à escalader la clôture. Le chien aboie, le chien était en cage, il se met à aboyer, d'autres escaladent, ils étaient dans 4 pick-up, une quarantaine. On voit des gens qui escaladent. Alors là, bon, moi, je ne prends pas peur, parce que jusque-là, on ne sait même pas qui sont ces gens-là. Et Paul Désir Biya, lui, il était déjà monté au niveau du plafond, parce que, vous savez, quand quelqu'un construit son domicile, il connaît quelles sont ses cachettes. C'est là où il nous avait indiqué que bon, il y a un endroit où on pouvait s'isoler en cas de danger. Et Paul Désir Biya, lui, il était déjà monté. Lui-même, Thiébaut est monté, il m'a demandé, Sébastien, viens, viens. Je lui ai dit, non, on va où? Mais attends, si c'est la mort, mais restons là, on va où? Il dit, non, il faut monter. Entre-temps, ils avaient déjà encerclé la cour. Ils entraient déjà vers les deux portes, c'est-à-dire la porte arrière et la porte avant. C'est comme ça que je n'étais pas un très grand grimpeur quand j'étais jeune, mais je vous assure, Jean-Bruno, je suis monté là-bas très rapidement, plus qu'une souris. Parce que jusqu'à présent, moi-même, je ne sais pas comment j'ai réussi à monter au 3e niveau. Une fois que je suis entré à l'intérieur du plafond, parce que le compte plaqueur qui pouvait nous permettre de fermer hermétiquement, Monsieur Paul Désir Biya, en montant, l'avait piétiné, donc ça s'est fendu au milieu. Donc c'était impossible. Donc s'il fallait le fermer, il fallait le maintenir en main comme ça. Ils sont entrés, ils ont cassé la porte. Ils ont commencé à tout saquer. Ils demandent, ils sont où? C'est là où M. Thiébaut Ngapsi Bernard sort sa tête. On dit, viens ici. Un des éléments de la CEMIL. Jusque-là, on ne savait même pas que c'était légal, la CEMIL. On savait pas, parce qu'on se posait que c'était un braquage. Il dit, plafond. Il y a un qui voulait ouvrir le feu. Il dit, non, ne tire pas, il y a quelqu'un là-bas. C'est là où M. Thiébaut descend pour les dissuader. Parce qu'en réalité, l'objectif, c'était de venir me prendre moi. Il commence à le torturer, à mort, tabasser, électrocuter, tabasser, et bah là, est où? Les autres, ils sont où? Moi, j'attendais ce que j'entendais au niveau du plafond, parce que j'ai juste sur la tête de mes enfants, il a dit qu'il sera là à 18h, parce que pour lui, tel qu'il a vu l'animosité que ces gars dégageaient, et il a pris peur que peut-être c'était les derniers jours de ma vie sur terre. Donc, pendant 40 minutes, monsieur Jean-Bruno Tagne, Thiébaut a été torturé à mort. L'œil droit avait enflé, les oreilles saignaient des deux côtés. C'est au moment où on est en train de le transporter, il était déjà presque mourant. C'est là où c'est lui qui menait les opérations. Il était grand de taille noire, je revois ses visages. Il dit à l'extérieur de la clôture, de la cour, que fouillez-moi ces plafonds. Si on l'a pris au plafond, ça veut dire que les autres sont là-bas. C'est là où il y a donc un de ces bandits qui monte avec sa torche du téléphone, le simple téléphone. Bandits, oui, ce sont des bandits. Parce que quand vous voyez les actes, vraiment, si vous voyez les photos du domicile de Thiébaut, parce qu'on avait présenté ça à un responsable, à un officier supérieur au niveau du service central, il nous avait posé la question si ce sont des hommes en tenue véritablement qui sont venus nous interpeller, que ça, c'était du braquage. Parce que ça n'avait rien à y voir avec une interpellation des hommes civilisés. Oui. Les gens prennent du couteau, ils déchirent les canapés. Ils cassent les télés, ils cassent les pots, les bidets. Qu'est-ce que ça avait à y voir? Si vous voulez prendre des balles, les bidets ont quoi à y voir? Les chambres à coucher, vous cassez les lits. Donc, c'est comme ça que ces gars, ils remontent. Parce que nous étions au 3e niveau. Au 3e niveau, moi, j'étais couché du côté qui pendait au niveau de la cuisine. Donc, il torche avec son téléphone pour avoir de la visibilité. Oui. C'est-à-dire, il dit, oui, je suis au niveau de la chambre à coucher. Oui, je suis au niveau du salon. Oui. Alors, quand il arrive à mon niveau, parce que monsieur Biya était derrière moi, j'étais couché sur ma main droite, tenant mon téléphone au niveau de ma main gauche. Il tend la torche du téléphone sur moi. Il dit, il est là. Parce que quand il dit, il est là, il sait pas si c'est moi. Oui. Il dit, il est là. Il dit, monsieur, venez ici. Il sort son pistolet. Il enlève la sécurité. Ce que je vous dis là, c'est authentique, hein. Ça, je vous dis. Il enlève la sécurité. Il me dit, avancez. C'est là où j'ai eu une intuition qui me dit, non, il faut parler. J'ai dit, non, monsieur, je ne suis pas armé. Je n'ai que mon téléphone avec moi. Il dit, avancez ici. Je me mets donc à avancer en pas de tortue. C'est comme ça que mon pied gauche perce donc le plafond. Ils m'ont donc retiré les 2 pieds. Du 3e jusqu'en bas. Quand je suis tombé avec mes lunettes, ils ont dit, c'est lui qu'on cherche ici. Ils ont commencé à me botter. Il a dit qu'il va installer comme toi à 17h, tu vas mourir ce soir. Donc, tout ce qu'ils trouvaient comme objet, que ça soit tranchant ou pas, ils posaient ça sur mon corps. Jusque là, on n'avait jamais identifié nos bourreaux, on ne savait pas. C'était même l'équipe qui nous torturait. Leur problème, le premier mot que j'ai retenu dans la bastonnage que je suffisais déjà dans le domicile de Thiébaut, c'était quoi? On veut le téléphone où tu causes avec Kamto. J'ai dit non, c'est pas mon ami, je cause pas avec lui. Je n'ai même pas son numéro. On dit, tu blagues, tu vas voir. Ils m'ont tapé, prendre même. C'est-à-dire que c'est un fait.
Tout ce qu'ils trouvaient, même les plats, ils tapaient sur moi. Tu vas mourir ce soir. C'est les mots que j'entendais. Oui. Alors, après cette épreuve chez votre ami Tchebo, toute la torture que vous dites avoir subie. Le commencement de cette torture, c'était dans le domicile de Tchebo. Et ensuite? Oui, et ensuite, quand ils ont fini de nous torturer, parce que nous étions déjà énormément amochés, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait nous ramener au niveau de la CEMIL. Alors, il y a un qui dit, comme il ne veut pas nous donner le téléphone, tu as dit que tu n'as pas le téléphone où tu causes avec Kamto, où est ton deuxième téléphone? J'ai dit, bon, c'est mon deuxième téléphone qui vous intéresse. Il me dit oui. J'ai dit, bon, d'accord, je ne l'ai pas ici. Je l'ai laissé à la maison. Il me pose la question, la maison est où? J'ai dit à 2 chevaux. Il dit oui, il a raison. Le colonel a dit qu'il habite là-bas. C'est là où j'ai su que c'était le criminel. Je l'ai mis le bancu. Oui. Quand ils ont dit. Faites attention au terme. Non, c'est un criminel. Vous allez comprendre. Non, vous allez comprendre pourquoi, monsieur Jean. Vous n'êtes pas obligé d'en arriver là. Non, c'est un criminel. Vous allez comprendre pourquoi. Oui. Alors, ils nous ont donc transportés. Ils nous ont fait sortir de la clôture. Parce que si les gens des baladeurs étaient proactifs, vous auriez eu les premières images. J'ai saigné à grosses gouttes. Ils nous ont dispatchés ils nous ont mis dans une cope où nous sommes entrés. Ils nous ont encerclés. Alors, ils ont démarré. Ils ont démarré en pleine vitesse. C'était comme si c'était un trophée de guerre que les gars étaient en train de ramener. Arrivé au niveau de la vallée de la mort, si vous connaissez très bien le rond-point Loncac en face de l'église, alors le chef qui menait les opérations, il prend mes 2 mains, il bloque sur le siège avant. Il sort la rallonge, la télé, il a frappé sur ma cage ici, ça a explosé. J'ai cru que j'avais perdu mon œil, c'est pour ça que vous avez vu. J'étais imbibé de sang. Ils ont roulé avec nous, roulé. C'est là où on s'est rendu compte que nous étions en train d'aller au ministère de la Défense où sont logés les services de la CEMIL. Arrivé là-bas, ils nous ont fait descendre des voitures, nous sommes sortis. On a trouvé le criminel de Joël Émile Bancu, il avait les mains dans les poches au sortir de son bureau arrière. La question qu'il leur a posée, c'est quoi? Ils ont voulu bagarrer avec vous? Un de ces bandits a répondu que non, on les a pris au plafond. Il dit, amenez-les au labo. Le labo en question, c'est un endroit qui est, pour ceux qui connaissent son bureau, qui est derrière son bureau où il garde son véhicule. Donc, c'est un centre de torture en dehors du centre qui est à l'intérieur avec une chaise électrique. Donc, c'est coulé au béton. Il y a un long tuyau de près de 6-7 mètres qui est rattaché au robinet. Arrivé donc là-bas, ils m'ont mis en croix. Parce que leur objectif fondamental, c'était de me faire mentir que c'est Kamto qui m'avait envoyé. Alors, ils ont pris la machette. J'étais couché en croix, mes deux pieds tendus comme ça. Ils ont commencé à taper. Ne pouvant pas donc me faire mentir, ils disent que comme je ne veux pas parler, ils vont m'amener à parler. Entre-temps, il y avait Atonfak, celui qui est chargé de la communication au MINDEF, le secrétaire général du MINDEF. Il y avait beaucoup de gens qui sont venus superviser notre torture. Ils ont pris donc le balai en manche. Ils ont enlevé, ils ont pris le bois en question, ils ont fait ce qu'on appelle le balançoire, ils ont mis ça sous mes coudes. La chaise où vous avez vu, j'étais assis à même le sol. Ils ont fait passer mes 2 pieds là-bas en bas pour que mes plantes de pieds restent tendues comme ça. Ils ont mouillé ça avec de l'eau. Monsieur Jean-Bruno Tanier, ça je vous l'assure. Si vous n'êtes pas un homme en ce moment-là, vous allez dire du n'importe quoi. J'ai dit à Dieu, si c'est sa volonté, je l'accepte. Je ne peux pas dire que c'est Kamto parce que c'est ce qu'ils attendaient. Parce qu'ils n'y étaient pas au courant. Kamto ne savait rien de ce que moi j'ai initié. C'est pas mon ami. Il n'avait même pas été informé de ça. Ils m'ont tabassé. Jusque là, j'ai dit, il n'y est pour rien. Lui-même, Bancu est venu, le criminel. Il a posé son pied droit sur ma poitrine. Voici ce que le criminel a dit. Je peux te tuer ici. J'ai fait le rapport que l'opération s'est mal passée. Comme tu me donnes le défi à moi, Bancu, dans ces pays, je vais te montrer. Comme les Bamileke t'instrumentalisent. Aujourd'hui, tu ne fais plus les lives en tricot, tu fais en bras de chemise. C'est moi qui ai demandé à Fougué en 2012 de créer le MRC. Aujourd'hui, c'est devenu son fonds de commerce. Et ce monsieur que vous voyez ici, si je lui donne 5 000 francs là, il ira dire que je l'ai corrompu. Il dit oui, je vais dire. Il dit tapez-le. Ça, c'est que je vous dis là, c'est un témoignage, vrai. Vous pouvez poser même la question à ceux avec lesquels j'étais. Oui. Alors, ce que vous décrivez est absolument insoutenable. C'était inhumain. C'était violent. Je préfère qu'on en reste là. Parlons un peu de l'évolution de tout ça. Donc, vous subissez toute cette torture. On a vu quelques images où effectivement vous avez les vêtements ensanglantés. Tout à fait. Aujourd'hui, est-ce que vous nourrissez une quelconque haine? Une haine ou alors viscérale. Vous avez oublié? Une haine énorme contre ces criminels de Joël Émile Bancu. Parce qu'en passant, il faut savoir que on a porté plainte contre lui au tribunal militaire. Hein. Quel que soit le jour où on va nous appeler là-bas, dans tous les cas, la bataille ne fait que continuer. Alors, vous êtes finalement placé sous mandat de dépôt à la prison centrale de... Non, il faut d'abord dire que après cette torture, et il faut le dire, ils nous ont torturés. L'endroit où vous avez vu la fameuse photo
C'est le lieu qui faisait office d'un bureau, on voulait nous auditionner. Quand j'ai fini de tout dire cela, ils sont venus nous jeter dans une sale cellule. Aux environs des 23h30, ils font venir 2 ambazoniens qui présentent comme terroristes. Moi, je ne sais pas, hein. Et ces gars arrivent, ils subissent le même sort que nous. Alors, à ma grande surprise, il y a un des éléments de la cellule qui a le marteau qu'on appelle, si c'est la masse 36, un gros marteau comme ça. Ils ont fait planter les chevilles de ces gars, même le sol, ils ont cogné les marteaux dessus. Les chevilles se sont cassées. Ils ont ouvert les trousses à cadavres. Ils ont jeté les gars à l'intérieur, jeté dans les derrière des voitures. Et un de ces éléments de me faire comprendre que c'est le même sort que je vais subir. Parce que ça, il faut que les Camerounais le sachent. Là-bas, c'est un centre de torture où on tue les gens. Ah oui. C'est aux environs des minutes 30 qui nous ont transportés direction le service central au 7. Donc, après, vous serez placé sous mandat de dépôt. Pendant 41 jours, des cellules que j'ai passées au 7 à la cellule 19 où avait été logé le vice-président Mamadou Mota, après les émeutes de juin 2019, j'ai passé 41 jours. Des gardes à vue là-bas. C'est-à-dire, avec la lumière, je ne voyais que le jour lorsque ma fiancée venait me donner à manger. Oui. Et donc, ensuite, vous allez... J'ai déféré au tribunal militaire par 4 reprises. Devant le tribunal militaire. À l'époque, c'était Ongono Tade qui était commissaire du gouvernement. Le 22 avril, après que je sois passé à l'infirmerie du Kangayap, on nous a envoyé là-bas tellement la pression était très assidue au niveau des réseaux sociaux. Et ils ont donné des instructions. C'est-à-dire, les instructions sont venues du cabinet du MINDEF qu'on doit nous déposer très rapidement. Arrivé là-bas, quand Ongono Tade m'a vu, j'avais une bande autour de ma tête comme une momie égyptienne, marchant sur mes orteils. Monsieur Thibault aussi marchant sur ses orteils. L'oreille droite était en train de couler. Voilà la question qu'il nous avait posée. C'est quoi ça? Je lui ai fait comprendre que c'est Bancu qui nous a fait subir. Il a dit non. Pourquoi ces messieurs comme ça? Non, je ne peux pas vous recevoir. Il faudrait que vous allez vous faire bien soigner afin que vous revenez ici, là. C'est comme ça qu'il nous a... Qui parlait comme ça? C'est le commissaire du gouvernement, de l'époque, monsieur Ongono Tade, qui je salue, hein, qui avait un côté humain en lui. Oui. Donc, comment avez-vous vécu ces 2 années à la prison centrale de Kondengui? Il est de notoriété publique que ce n'est pas un endroit digne pour des humains. Hein? Oui, il faut dire que ça pouvait être difficile, mais lorsque vous êtes préparé par rapport à l'action que vous avez menée, par rapport au combat que vous menez, psychologiquement, il faut vous préparer parce que si vous ne voulez pas aussi que la prison, comme disent les prisonniers là-bas, que l'ongata vous travaille, il faut vous préparer psychologiquement. Effectivement, vous avez raison de poser cette question. Parce que quand vous êtes là-bas à l'intérieur, les titres, le rang social, tout ça, il faut laisser derrière vous, monsieur Jean-Bruno Tagne. Il faut accepter que vous êtes tombé, vous êtes déjà prisonnier. Parce que là-bas, si vous arrivez là, vous dites que oui, je suis Eba là, ou je suis X, ou je suis Y, le mépris est de taille là-bas. Les provocations sont énormes. Donc, le plus important pour vous, c'est d'accepter que je suis tombé, je suis là. Et vous allez travailler votre prison en sachant très bien que vous n'êtes pas là-bas parce que vous avez tué, vous avez violé, vous êtes là pour un combat noble, un combat légitime et qu'il y a des gens derrière qui portent ce combat et qui vous soutiennent. Je pense que ça allait. Je ne vais rien vous cacher, je ne vais pas trahir un secret, mais vous pensez quand même que vous avez eu certaines des images venant de moi que on vous a présentées. Et en ce moment-là, vous-même, vous vous réjouissez de voir que mon état mental était stable et psychologique était bien. Alors, dans cet environnement-là, très difficile, comme vous le décrivez, quels étaient vos rapports avec les autres prisonniers? Non, le rapport, vous savez, moi, je suis déjà pas quelqu'un qui va vers les gens facilement. Parce que vous savez, l'homme camerounais est d'abord très dangereux. Il y avait que les frères combattants du MSC avec qui je partage le même combat idéologiquement, que nous étions ensemble comme une famille. Mais le reste des prisonniers, c'était bonjour, bonsoir. Hein. Et je menais ma vie comme je la mène à l'extérieur. J'étais pas trop accroché aux gens. Parce que là-bas, c'est le lieu où il y a de la méchanceté par excellence. Pour rien comme ça, on peut vous faire du mal. Donc, vous gardez ce genre de distance. C'est vrai qu'il y avait certaines personnes qui me connaissent très bien, qui aiment ce que je fais quand ils venaient vers moi. Ça limitait là, de savoir si c'est moi là, de voir même l'homme qu'ils voyaient souvent dans les réseaux sociaux ou alors qu'ils écoutaient souvent dans des radios. Mais ça s'arrêtait là. C'était avec les frères combattants du MSC que je me sentais à l'aise. Parce que une fois que ceux qui ont marché le 22 septembre ont été déposés là-bas, nous étions déjà en famille. Et avant ça, il faut le rappeler que mon intégration aussi n'a pas été facile parce que ça allait m'échapper. Dieu merci, je reviens dessus. Une fois que j'ai été déposé là-bas le 27, les instructions avaient été données comme envoyé au Kosovo.
le fameux quartier le plus dangereux là-bas. Et là, je vais remercier... En quoi ce quartier est-il dangereux? Bon, dangereux dans le sens où c'est le tout venant qui s'y retrouve là. Même si là-bas, il y a des locaux qui sont bien aménagés, climatisés, mais l'environnement ne s'y est pas, monsieur Jean-Bruno Tangné. Pour ceux qui sont pas habitués, parce que je ne vous souhaite pas un jour d'y aller là-bas, mais c'est très dangereux. Les gens fument le chanvre, la taille. La taille, ce sont les ossements humains. C'est-à-dire, on écrase, ça devient comme la farine. Donc, on met ça dans du papier, on roule, on fume. Donc, si vous n'êtes pas habitué, cette fumée-là peut vous créer beaucoup de dommages. Donc, voilà pourquoi on dit que là-bas, c'est très dangereux. La lame. Ils utilisaient là-bas les armes blanches à tout moment. Une toute petite bagarre comme ça, le couteau est déjà sorti ou la fourchette. Donc, c'est pas sécurisant d'y être là-bas. C'est vrai que il y en a certains qui vivent là-bas, mais bon, pour des gens comme nous, qui n'acceptons pas un certain nombre de choses, c'est pas prudent. Et ça, c'est le vice-président Mamadou Mouta qui a pesé de tout son poids pour que je sois muté au quartier 3 où lui-même il était résident. Alors, est-ce qu'il y a eu pendant les 2 années de détention des moments où vous avez eu vraiment peur? Non, pas peur. J'étais plutôt beaucoup plus galvanisé. Ça, je peux pas avoir peur. Pas avoir peur de quoi? Parce que j'ai vu la mort avec les yeux à la sémile. Parce que la manière où j'ai été torturé, j'ai été avilé, assujetti, à la limite même émasculé, comme Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Bon, pourquoi je devais avoir peur? Parce que c'est là-bas où je devais être tué. Parce que dans la logique du criminel, je l'ai mis le bancu, il fallait que je succombe après cette torture. Parce qu'il m'a dit, il pouvait me faire tuer. Mais sachant très bien que si m'en me tuant comme ça allait vraiment être très dangereux. Vous êtes quand même conscient, Sébastien Bala, que vous êtes en train de faire des accusations très graves. Non, ce sont les faits. Pour lesquelles vous pouvez même ce sont les faits. Aussi, non, le criminel, s'il est courageux, qu'il me poursuive. Il a dit. Vous savez même qu'étant en prison, j'ai écrit des lettres où je l'ai toujours traité de criminel. Il voulait me faire mentir parce que pour lui, selon la mission qui lui avait été assignée par rapport à ce système illégitime au secrétariat général de la présidence, c'était de me prendre mort ou vif. Et pour lui, c'était un trophée de guerre. Il voulait porter le galon de général avec mon sang versé. Parce qu'il était excité comme un jeune homme qui voit une jeune fille. Parce que je ne sais pas ce qu'il gagnait. Tu as déjà arrêté Bala. Parce qu'il dit cet homme voulait créer l'insurrection. Bon, tout ça, c'était pourquoi? Parce qu'il fallait que je dise que c'est Kamto qui m'a envoyé. N'ayant donc pas pu me faire dire cela. Alors, finalement, vous allez avoir quand même un procès. Comment s'est déroulé votre procès? Quel est le regard que vous portez sur le déroulement de votre procès? Non, le procès en lui-même, moi, j'étais préparé que j'allais durer là-bas, que c'était un long chemin qui commençait pour moi. Parce que des instructions avaient été données, elles étaient fermes, que moi, étant originaire du centre, qu'est-ce que j'ai fait dans les affaires de Bamileke? Et je devais servir d'exemple pour les autres, entre guillemets, les autres jeunes du centre. C'est-à-dire, comme vous voyez, ce qu'Ebala a subi là, c'est lui qui va encore s'engager peut-être à soutenir Kamto, à prononcer le nom de Kamto. Voilà le même sort que vous allez subir. Et à titre de rappel, il faut dire que j'ai d'abord passé 16 mois de détention préventive comme ça, sans procès. Tout ça pourquoi? Parce que le procès avait bien commencé. Alors, il y a eu un problème. Moi, j'avais mon conseil, maître Emmanuel Sim. Il devrait nous défendre à deux avec monsieur Thiebo Ngapsi Bena. Parce que à titre, il faut rappeler aux téléspectateurs que lui, il est allé en prison avec moi. C'est parce qu'il est Bamileke. Il n'a joué aucun rôle. C'est moi qui étais l'auteur de la vidéo. Et s'il y avait quelqu'un avec qui je devais séjourner dans cette prison, ça devait être Paul Désibia. Parce que c'est lui qui filmait toutes mes vidéos. La fameuse vidéo de la poste où j'appelle à manifester, c'était lui. Mais je ne sais pas quelle alchimie lui avait été soustrait de cette nasse. C'est vrai que lorsqu'il est venu me rendre visite en prison, je ne lui ai posé aucune question, mais dans son corps défendant, il m'a fait comprendre que c'est Jean-Claude Chandatome qui avait appelé le MINDEF pour plaider sa cause. Je ne sais pas quelles sont les relations qu'il a là-bas avec le MINDEF, mais je sais qu'il est très proche des Banqui. Ils sont amis. Je ne sais pas la nature de leur amitié, ça ne m'intéresse pas. Le plus important, c'est qu'il nous liait, c'était le travail. Donc, il faut préciser que Thiebo, lui, il est venu avec moi en prison, c'est parce qu'il était Bamileke. Il n'avait pas sa place là-bas. Donc, le procès avait bien commencé. Alors, son conseil, maître Hippolyte Méli, il a fait comprendre à Thiebo que, tel qu'il voit comment le procès est en train de se dérouler comme ça, on risque de nous donner entre 5 ans et 10 ans, il serait souhaitable qu'il fasse appel parce que l'affaire avait été mise en jugement avant 10 droits. Donc, on devait rendre un verdict. C'est comme ça qu'il a donc interjecté appel sans consulter son collègue, avocat Maître Sim. C'est après avoir interjecté appel au niveau de la cour d'appel qu'il a informé Maître Sim que lui, il a fait appel pour son client, Thiebo. Ce qui était normal. C'est ça qui avait donc fait en sorte que la procédure vraiment prenne du temps. Donc, après 16 mois, monsieur Chilik nous a renvoyé à l'instance de départ pour qu'enfin on nous juge. Parce que de ces côtés là-bas, il n'avait qu'à entériner la décision parce qu'il ne pouvait pas faire mieux que cela.
Et vous étiez poursuivi pour... Au fait, au départ, j'avais 9 chefs d'accusation. Hein. Oui. Terrorisme, comme il savait si bien écrit, apologie au terrorisme, hostilité à la patrie, appel à manifestation non autorisée, outrage à un président des partis politiques, outrage à corps constitué. Donc, beaucoup de chefs d'accusation. Alors, au niveau du tribunal civil, on avait retenu propagation aggravée de fausses nouvelles, outrage à un président des partis politiques. Je ne sais pas, on parlait d'un président des partis politiques qu'on appelle Paul Biya. Alors, quel est le regard que vous posez maintenant sur... est-ce que vous pensez que votre combat était vraiment juste? C'était vraiment juste. Si vous êtes sérieux en me posant cette question, c'était juste et légitime. Parce que quoi? Il faut le dire, hein, je suis resté cohérent et conséquent. Parce que le jour où on m'a donné la parole là-bas, c'était le 23 juillet. Et on embellait Cyprien, qui était le président des sciences. Quand j'ai pris la parole, j'ai commencé à expliquer ce qui s'était passé, quelles étaient mes motivations. Le procureur m'a posé la question. Oui, j'ai dit que comme tu es président élu, je l'ai assumé devant là-bas. Je l'ai dit. Il m'a dit, j'ai parlé des PV en question que vous connaissez, et j'ai dit, je l'assume, que c'est lui le président élu. Tout le monde le dit chaque dimanche, chaque samedi dans les médias. Ça ne vaut à personne un procès. Pourquoi quand moi je le dis, ça devient un crime de lèse-majesté? Est-ce qu'il ne vous a pas manqué, dans tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, Sébastien Bala, l'intelligence de la situation? C'est-à-dire qu'on sait quand même la brutalité qu'il y a dans ce pays, et vous prenez quand même le risque d'aller à la poste centrale, de faire une vidéo dans laquelle vous dites Paul Biya doit partir. Pardon, mais est-ce que vous n'avez pas été un peu inconséquent? Non, par mesure de politesse, de courtoisie, avec tout le respect que je vous dois, je vous poserai la question simplement. C'est vrai que c'est vous qui posez la question. Êtes-vous sérieux en me posant cette question? Pourquoi lorsque les gens du président de ces partis politiques disent que lui, il doit rester à la tête de son parti? Parce que moi, je le reconnais pas comme président de la République. Hein. C'était un usurpateur, un imposteur. Il a perdu la présidentielle d'octobre 2018. Je suis cohérent et conséquent et je l'assume. Même si c'est ça qui va m'envoyer dans la tombe, je vais le maintenir. Donc, c'était légitime pour moi de faire cela. Donc, il n'y avait pas d'intelligence à faire. Parce que ceux qui le font, je ne pense pas qu'ils soient plus intelligents que moi. Oui. Alors, vous avez donc passé 2 années en prison. Jour pour jour. Oui. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui vous ont soutenu pendant que vous étiez dans les geôles de Kodengui depuis le début jusqu'à présent? Oui, il y a des Camerounais, d'abord, des Camerounais de bonne volonté, qui veulent le changement. Peut-être ils n'ont pas le courage, ils n'ont pas la détermination que nous autres nous pouvons avoir. Donc, ils passent soit par des personnes interposées et ils disent qu'ils ne voudraient pas que les noms ressortent. Donc, beaucoup de Camerounais ont associé de leurs prières et beaucoup m'ont apporté le soutien. Je vais remercier que ce soit les Camerounais honnêtes et sérieux de l'intérieur du pays comme ceux de l'extérieur du pays. Parce que le plus important, c'est que lorsque vous êtes dans une situation comme celle-là, monsieur Jean-Benoît Tagné, si quelqu'un ne serait-ce que vous pense à vous dans une prière, c'est un homme. C'est plus que même de l'argent qu'on va venir vous donner. Parce que là-bas, on peut même vous donner tout cet argent. Mais si spirituellement et psychologiquement, vous n'êtes pas prêt, ça ne va servir à rien. Parce que vous allez bien manger tout ça. Mais une fois que ça tombe dans le ventre et que vous mettez dans votre tête que vous êtes en prison, cette nourriture n'agit pas. Elle n'agit pas. Donc, il y a lui des gens qui sont restés solidaires à notre combat. Donc, même ceux qui venaient nous rendre visite, ils sont restés solidaires. Et entre autres, avec les frères combattants du MRC, c'est qu'eux, ils mangeaient, je mangeais, l'eau qu'ils buvaient, je buvais. Donc, nous étions comme une famille. Parlons justement de vos camarades du MRC. Du combat, les combattants, oui, les frères. Ils sont encore Je les salue en passant, je suis de tout cœur avec eux, oui. Alors, dans quel état d'esprit vous les avez laissés? Non, ça, je peux vous dire que si le mental était quelque chose qu'on vendait, je pense que la plupart d'entre nous, nous serons tellement riches. Parce que nous avons un mental de fer. Que ce soit le professeur Alain Foguet, le porte-parole du président élu Olivier Bibounissak et Papa Zambo, ils ont un moral d'acier. Même les autres militants. Parce que là-bas, l'une des choses qui nous a le plus remobilisé, c'est qu'on faisait du sport pour garder le moral. Vous avez vu certaines images où le porte-parole joue au tennis, il a même remporté un tournoi là-bas. Donc, les gars ont le moral. Ils ont le moral. Parce qu'ils savent que le combat qu'ils mènent, c'est un combat noble, un combat digne. Aujourd'hui, vous êtes libre, Sébastien Bala. À quoi vous occupez-vous depuis ces 2 dernières semaines et qu'est-ce que vous comptez faire? Bonne question. C'est vrai que d'abord la réinsertion, petit à petit, c'est-à-dire que quand vous recouvrez la liberté,
Vous commencez à vous habituer à d'autres choses que peut-être auparavant vous ne faisiez pas. Donc, c'est vrai que j'aimais beaucoup la lecture. C'est sur ça que je me consacre le plus. Et de temps à autre, sur le plan des tâches au niveau de la maison, j'essaye aussi de soutenir ma fiancée parce que elle a passé 2 ans, elle a beaucoup travaillé. Je la salue en passant parce que c'est elle aussi qui m'a permis de pouvoir tenir Monsieur Jean-Bruno Tanier. Parce que là-bas, lorsque vous êtes là-bas, ça, il faut vous dire, si vous avez quelqu'un dehors avec qui vous pouvez échanger, qui peut vous faire manger, qui peut vous soutenir, quel que soit parfois vos dérapages, c'est très important parce que ceux qu'on accuse d'avoir volé la fortune publique, quand vous les voyez là-bas, ils sont malheureux. Et je peux vous dire, quand vous avez votre femme qui vous reste fidèle, qui vous respecte, vous pouvez prendre le téléphone comme ça le soir, même s'il faut vous engueuler. C'est important là-bas en prison. Ça, je peux vous dire, c'est plus que la télé. Parce que moi, je ne parvenais même pas à m'asseoir pour regarder la télé 20 minutes. Mais quand j'échangeais avec ma femme, vraiment, ma journée, c'était clean. Donc vraiment, je m'occupe, je l'aide. Soit quand elle lave les habits, je l'aide à rincer. On fait le ménage ensemble dans tous les cas. Donc mon quotidien, ça va. Ça se passe très bien. Très bien. Qu'est-ce que vous comptez faire maintenant? Mais je vais continuer dans ma logique. C'est vrai qu'il faudrait déjà d'abord que je me repose parce que je dois prendre le temps pour me reposer entre 2 ou 3 mois et me lancer dans de nouvelles perspectives. Et ces nouvelles perspectives, c'est quoi? C'est-à-dire, je vais continuer toujours à faire ce que je sais si bien faire. C'est-à-dire que parler, c'est-à-dire conscientiser les masses, mais ça ne sera plus quelque chose qu'on va seulement rester pour bavarder. Il faut toujours aller et maintenir les actions qu'on a commencées. Sébastien Ebala, merci. Ouais, c'est moi qui vous remercie. Je vous souhaite beaucoup de courage. Merci. Et soyez prudents. Oui, je l'ai toujours été. Mais c'est vrai que si quelque chose m'arrive, ça sera la volonté du bon Dieu. Je vous en prie. Merci. Avec plaisir. Avec le plaisir est partagé.